Somnifère, le podcast. Certaines laideurs sont parfois plus attractives qu'une beauté régulière. Écrit Juliette Benzoni. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 13 juin et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de deux sœurs. Elles grandissent ensemble, mais leurs différences physiques les amènent à prendre des trajectoires différentes. Si la première court les bals et les soirées ravie d'être constamment flattée, l'autre se morfond de ne plaire à personne et se met à l'écart de la vie mondaine. Or la beauté est-elle une qualité suffisante pour être épanouie, et les deux jeunes femmes trouveront-elles chacune le bonheur à leur manière? C'est un conte de l'autrice Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont intitulé Bellotte et Laidronette. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Il ne reste que très exactement 2 semaines avant le début de l'été. Les températures vont devenir plus chaudes, la vie culturelle va devenir plus vibrante, avec le retour des concerts, des festivals, des expos. On va pouvoir passer plus de temps à l'extérieur, et que l'on continue ou non de travailler cet été, la saison va nous amener naturellement plus de détente, de relâchement, de désinvolture. Prenez un moment pour scanner votre corps de haut en bas, en tâchant de relâcher tous vos muscles, et songez à ce que vous inspire l'été, à ce sentiment de quiétude et de bien-être. Je vais à présent vous citer plusieurs situations et j'aimerais que vous les visualisiez du mieux que vous le pouvez. Je vous rappelle que le cerveau a du mal à faire la différence entre ce qui est réel et imaginaire, alors je vous propose de le tromper délibérément et d'en profiter un maximum. Commençons déjà par la sensation du soleil sur votre peau. Sentez cette sensation de chaleur sur votre peau et notez comme c'est agréable. Le son des cigales, l'odeur de la crème solaire, le bruit des vagues, la sensation agréable de porter une robe ou une chemise qui flotte au vent. Le goût du melon, la sensation agréable de marcher sur du sable. L'odeur de la mer, prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche en relâchant toutes les tensions. Un champ de blé couleur dorée,
les fruits estivaux sur les étals des marchés. Les couleurs vibrantes des fleurs, le vert puissant de l'herbe et des feuillages. L'odeur des roses et des tulipes. Le goût des mûres. La texture des pêches. Le goût de la pastèque. Visualisez-vous à présent sur un hamac qui se balance doucement à l'ombre alors que vous profitez d'une journée ensoleillée. Portez votre attention sur les sons, les odeurs, la sensation de quiétude et de sérénité. Alors que le hamac se balance de droite à gauche, et de gauche à droite. Puis à nouveau, de droite à gauche. Doucement, de manière régulière. Prenez un instant pour profiter du moment, de cette sensation d'apaisement, et portez votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Jeanne-Marie le prince de Beaumont, Belote et Laidronette. Il y avait une fois un seigneur qui avait 2 filles jumelles à qui l'on avait donné 2 noms qui leur convenaient parfaitement. L'aînée, qui était très belle, fut nommée Belote,
et la seconde, qui était fort laide, fut nommée Laidronette. On leur donna des maîtres, et jusqu'à l'âge de 12 ans, elles s'appliquèrent à leurs exercices. Mais alors leur mère fit une sottise, car sans penser qu'il leur restait encore bien des choses à apprendre, elle les mena avec elle dans les assemblées. Comme ces deux filles aimaient à se divertir, elles furent bien contentes de voir le monde et n'étaient plus occupées que de cela, même pendant le temps de leurs leçons, en sorte que leurs maîtres commencèrent à les ennuyer. Elles trouvèrent 1000 prétextes pour ne plus apprendre. Tantôt il fallait célébrer le jour de leur naissance, une autre fois elles étaient priées à un bal, à une assemblée, et il fallait passer le jour à se coiffer, en sorte qu'on écrivait souvent des cartes aux maîtres pour les prier de ne point venir. D'un autre côté, les maîtres qui voyaient que les deux petites filles ne s'appliquaient plus ne se souciaient pas beaucoup de leur donner des leçons, car dans ce pays, les maîtres ne donnaient pas leçons seulement pour gagner de l'argent, mais pour avoir le plaisir de voir avancer leurs écolières. Ils n'y allaient donc guère souvent, et les jeunes filles en étaient bien aises. Elles vécurent ainsi jusqu'à 15 ans, et à cet âge, Belote était devenue si belle qu'elle faisait l'admiration de tous ceux qui la voyaient. Quand la mère menait ses filles en campagne, tous les cavaliers faisaient la cour à Belote. L'un louait sa bouche, l'autre ses yeux, sa main, sa taille, et pendant qu'on lui donnait toutes ces louanges, on ne pensait seulement pas que sa sœur fût au monde. Laidronette mourait de dépit d'être laide, et bientôt elle prit un grand dégoût pour le monde et les compagnies, où tous les honneurs et les préférences étaient pour sa sœur. Elle commença donc à souhaiter de ne plus sortir, et un jour qu'elles étaient priées à un bal, elle dit à sa mère qu'elle avait mal à la tête et qu'elle souhaitait rester à la maison. Elle s'y ennuya d'abord à mourir, et pour passer le temps, elle fut à la bibliothèque de sa mère pour chercher un roman et fut bien fâchée de ce que sa sœur en avait emporté la clé. Son père aussi avait une bibliothèque, mais c'étaient des livres sérieux et elle les haïssait beaucoup. Elle fut pourtant forcée d'en prendre un. C'était un recueil de lettres, et en ouvrant le livre, elle trouva celle que je vais vous rapporter. La voici. Vous me demandez d'où vient que la plus grande partie des belles personnes sont extrêmement sottes et stupides. Je crois pouvoir vous en dire la raison. Ce n'est pas qu'elles aient moins d'esprit que les autres en venant au monde, mais c'est qu'elles négligent de le cultiver. Toutes les femmes ont de la vanité, elles veulent plaire. Une laide connaît qu'elle ne peut être aimée à cause de son visage. Cela lui donne la pensée de se distinguer par son esprit. Elle étudie donc beaucoup et elle parvient à devenir aimable malgré la nature. La belle, au contraire, n'a qu'à se montrer pour plaire, sa vanité est satisfaite. Comme elle ne réfléchit jamais, elle ne pense pas que sa beauté n'aura qu'un temps. D'ailleurs, elle est si occupée de sa parure, du soin de courir les assemblées pour se montrer, pour recevoir des louanges, qu'elle n'aurait pas le temps de cultiver son esprit quand même elle en connaîtrait la nécessité. Elle devient donc une sotte, tout occupée de puérilité, de chiffons, de spectacles. Cela dure jusqu'à 30 ans, 40 ans au plus, pourvu que la petite vérole ou quelque autre maladie ne vienne pas déranger sa beauté plus tôt. Mais quand on est plus jeune, on ne peut plus rien apprendre. Ainsi cette belle fille, qui ne l'est plus, reste une sotte pour toute sa vie, quoique la nature lui ait donné autant d'esprit qu'à une autre. Au lieu que la laide, qui est devenue fort aimable, se moque des maladies et de la vieillesse qui ne peuvent rien lui ôter. Laidronette, après avoir lu cette lettre qui semblait avoir été écrite pour elle, résolut de profiter des vérités qu'elle lui avait découvertes. Elle redemande ses maîtres, s'applique à la lecture, fait de bonnes réflexions sur ce qu'elle lit, et en peu de temps devient une fille de mérite. Quand elle était obligée de suivre sa mère dans les compagnies, elle se mettait toujours à côté des personnes en qui elle remarquait de l'esprit et de la raison. Elle leur faisait des questions et retenait toutes les bonnes choses qu'on leur entendait dire. Elle prit même l'habitude de les écrire pour mieux s'en souvenir,
et à 17 ans elle parlait et écrivait si bien que toutes les personnes de mérite se faisaient un plaisir de la connaître. Les deux sœurs se marièrent le même jour. Belote épousa un jeune prince qui était charmant, et Laidronette épousa le ministre de ce prince. Il avait reconnu l'esprit de cette fille, et il l'estimait beaucoup. Le visage de celle qu'il prenait pour sa femme n'était pas propre à lui inspirer de l'amour, et il avoua à Laidronette qu'il n'avait que de l'amitié pour elle. C'était justement ce qu'elle demandait, et elle n'était point jalouse de sa sœur qui épousait un prince qui était si fort amoureux d'elle qu'il ne pouvait la quitter une minute et qu'il rêvait d'elle toute la nuit. Belote fut fort heureuse pendant 3 mois. Mais au bout de ce temps, son mari, qui l'avait vue tout à son aise, commença à s'accoutumer à sa beauté et à penser qu'il ne fallait pas renoncer à tout pour sa femme. Il fut à la chasse et fit d'autres parties de plaisir dont elle n'était pas, ce qui parut fort extraordinaire à Belote, car elle s'était persuadée que son mari l'aimerait toujours de la même force, et elle se crut la plus malheureuse personne du monde quand elle vit que son amour diminuait. Elle lui en fit des plaintes, il se fâcha, ils se raccommodèrent, mais comme ces plaintes recommençaient tous les jours, le prince se fatigua de l'entendre. D'ailleurs, Belote devint maigre et sa beauté diminua considérablement, en sorte qu'à la fin, son mari, qui n'aimait en elle que cette beauté, ne l'aima plus du tout. Le chagrin qu'elle en conçut acheva de gâter son visage, et comme elle ne savait rien, sa conversation était fort ennuyeuse. Les jeunes gens s'ennuyaient avec elle parce qu'elle était triste. Les personnes plus âgées et qui avaient du bon sens s'ennuyaient aussi avec elle parce qu'elle était sotte, en sorte qu'elle restait seule presque toute la journée. Ce qui augmentait son désespoir, c'était que sa sœur Laidronette était la plus heureuse personne du monde. Son mari la consultait sur les affaires, il lui confiait tout ce qu'il pensait, il se conduisait par ses conseils et disait partout que sa femme était le meilleur ami qu'il eût au monde. Le prince même, qui était un homme d'esprit, se plaisait dans la conversation de sa belle-sœur et disait qu'il n'y avait pas moyen de rester une demi-heure sans bâiller avec Belote parce qu'elle ne savait parler que de coiffure et d'ajustement, en quoi il ne connaissait rien. Son dégoût pour sa femme devint tel qu'il l'envoya à la campagne, où elle eut le temps de s'ennuyer tout à son aise et où elle serait morte de chagrin si sa sœur Laidronette n'avait pas eu la charité de l'aller voir le plus souvent qu'elle pouvait. Un jour qu'elle tâchait de la consoler, Belote lui dit « Mais ma sœur, d'où vient donc la différence qu'il y a entre vous et moi? Je ne puis pas m'empêcher de voir que vous avez beaucoup d'esprit et que je ne suis qu'une sotte. Cependant, quand nous étions jeunes, on disait que j'en avais, pour le moins autant que vous. » Laidronette alors raconta son aventure à sa sœur et lui dit « Vous êtes fort fâchée contre votre mari parce qu'il vous a envoyé à la campagne. Et cependant, cette chose que vous regardez comme le plus grand malheur de votre vie peut faire votre bonheur si vous le voulez. Vous n'avez pas encore 19 ans. Ce serait trop tard pour vous appliquer si vous étiez dans la dissipation de la ville. Mais la solitude dans laquelle vous vivez vous laisse tout le temps nécessaire pour cultiver votre esprit. Vous n'en manquez pas, ma chère sœur, mais il faut l'orner par la lecture et les réflexions. » Belote trouva d'abord beaucoup de difficultés à suivre les conseils de sa sœur, par l'habitude qu'elle avait contractée de perdre son temps en niaiseries. Mais à force de se gêner, elle y réussit et fit des progrès surprenants dans toutes les sciences à mesure qu'elle devenait aussi raisonnable. Et comme la philosophie la consolait de ses malheurs, elle reprit son embonpoint et devint plus belle qu'elle n'avait jamais été. Mais elle ne s'en souciait pas du tout et ne daignait même pas se regarder dans le miroir. Cependant, son mari avait pris un si grand dégoût pour elle qu'il fit casser son mariage. Ce dernier malheur pensa l'accabler car elle aimait tendrement son mari. Mais sa sœur Laidronette vint à bout de la consoler. « Ne vous affligez pas, lui disait-elle, je sais le moyen de vous rendre votre mari.
Suivez seulement mes conseils et ne vous embarrassez de rien. Comme le prince avait eu un fils de Belote qui devait être son héritier, il ne se pressa point de prendre une autre femme et ne pensa qu'à se bien divertir. Il goûtait extrêmement la conversation de Laidronette et lui disait quelquefois qu'il ne se marierait jamais, à moins qu'il ne trouvât une femme qui eût autant d'esprit qu'elle. « Mais si elle était aussi laide que moi, lui répondit-elle en riant, cela ne m'arrêterait pas un moment. On s'accoutume à un laid visage. Le vôtre ne me paraît plus choquant par l'habitude que j'ai de vous voir. Quand vous parlez, il ne s'en faut de rien pour que je ne vous trouve jolie. Et puis, à vous dire la vérité, Belote m'a dégoûté des belles. Toutes les fois que j'en rencontre une, je n'ose lui parler dans la crainte qu'elle ne me réponde une sottise. » Cependant, le temps du carnaval arriva, et le prince crut qu'il se divertirait beaucoup s'il pouvait courir le bal sans être connu de personne. Il ne se confia qu'à Laidronette et la pria de se masquer avec lui, car comme elle était sa belle-sœur, personne ne pouvait y trouver hardir, et quand on l'aurait su, cela n'aurait pu nuire à sa réputation. Cependant, Laidronette en demanda la permission à son mari, qui y consentit, d'autant plus volontiers qu'il avait lui-même mis cette fantaisie en tête du prince pour lui faire réussir le dessein qu'il avait de le réconcilier avec Belote. Dans le milieu du bal, Belote vint s'asseoir entre son mari et sa sœur et commença une conversation extrêmement agréable avec eux. D'abord, le prince crut reconnaître la voix de sa femme, mais elle n'eut pas parlé un demi-quart d'heure qu'il perdit le soupçon qu'il avait eu au commencement. Le reste de la nuit passa si vite à ce qu'il lui sembla qu'il se frotta les yeux quand le jour parut, croyant rêver, et demeura charmé de l'esprit de l'inconnu qu'il ne put jamais engager à se démasquer. Tout ce qu'il en put obtenir, c'est qu'elle reviendrait au bal avec le même habit. Le prince s'y trouva des premiers, et quoique l'inconnu y arrivât un quart d'heure après lui, il l'accusa de paresse et lui jura qu'il s'était beaucoup impatienté. Il fut encore plus charmé de l'inconnu cette seconde fois que la première, et avoua à Laidronette qu'il était amoureux comme un fou de cette personne. « J'avoue qu'elle a beaucoup d'esprit, » lui répondit sa confidente. « Mais si vous voulez que je vous dise mon sentiment, je soupçonne qu'elle est encore plus laide que moi. Elle connaît que vous l'aimez et craint de perdre votre cœur quand vous verrez son visage. »« Ah, madame, dit le prince, que ne peut-elle lire dans mon âme? L'amour qu'elle m'a inspiré est indépendant de ses traits. J'admire ses lumières, l'étendue de ses connaissances, la supériorité de son esprit et la bonté de son cœur. Comment pouvez-vous juger de la bonté de son cœur? Lui dit Laidronette. Je vais vous le dire, reprit le prince. Quand je lui ai fait remarquer de belles femmes, elle les a louées de bonne foi et elle m'a même fait remarquer avec adresse des beautés qu'elles avaient et qui échappaient à ma vue. Quand j'ai voulu, pour l'éprouver, lui conter les mauvaises histoires qu'on mettait sur le compte de ces femmes, elle a détourné adroitement le discours, ou bien elle m'a interrompu pour me raconter quelque belle action de ces personnes. Et enfin, quand j'ai voulu continuer, elle m'a fermé la bouche en me disant qu'elle ne pouvait souffrir la médisance. Vous voyez bien, madame, qu'une femme qui n'est point jalouse de celles qui sont belles, une femme qui prend plaisir à dire du bien du prochain, une femme qui ne peut souffrir la médisance, doit être d'un excellent caractère et ne peut manquer d'avoir un bon cœur. Que me manquera-t-il pour être heureux avec une telle femme, quand même elle serait aussi laide que vous le pensez? Je suis donc résolu à lui déclarer mon nom et à lui offrir de partager ma puissance. Effectivement, dans le premier bal, le prince apprit sa qualité à l'inconnu et lui dit qu'il n'y avait point de bonheur à espérer pour lui s'il n'obtenait pas sa main. Mais malgré ses offres, Belote s'obstina à demeurer masquée ainsi qu'elle en était convenue avec sa sœur. Voilà le pauvre prince dans une inquiétude épouvantable. Il pensait, comme Laidronette, que cette personne si spirituelle devait être un monstre,
puisqu'elle avait tant de répugnance à se laisser voir. Mais quoiqu'il se la peignît de la manière du monde la plus désagréable, cela ne diminuait point l'attachement, l'estime, le respect qu'il avait conçu pour son esprit et pour sa vertu. Il était tout prêt à tomber malade de chagrin lorsque l'inconnu lui dit « Je vous aime, mon prince, et je ne chercherai point à vous le cacher. Mais plus mon amour est grand, plus je crains de vous perdre quand vous me connaîtrez. Vous vous figurez peut-être que j'ai de grands yeux, une petite bouche, de belles dents, un teint de lys et de rose. Et si par aventure j'allais me trouver des yeux louches, une grande bouche, un nez camard, des dents gâtées, vous me prieriez bien vite de remettre mon masque. D'ailleurs, quand je ne serai pas si horrible, je sais que vous êtes inconstant. Vous avez aimé Belote à la folie, et cependant vous vous en êtes dégoûté. Madame, dit le prince, soyez mon juge. J'étais jeune quand j'épousai Belote, et je vous avoue que je ne m'étais jamais occupé qu'à la regarder et point à l'écouter. Mais lorsque je fus son mari et que l'habitude de la voir eut dissipé mon illusion, imaginez-vous si ma situation dut être bien agréable. Quand je me trouvai seul avec mon épouse, elle me parlait d'une robe nouvelle qu'elle devait mettre le lendemain, des souliers de celle-ci, des diamants de celle-là. S'il se trouvait à ma table une personne d'esprit, et que l'on voulut parler de quelque chose de raisonnable, Belote commençait par bâiller et finissait par s'endormir. Je voulus essayer de l'engager à s'instruire. Cela l'impatienta. Elle était si ignorante qu'elle me faisait trembler et rougir toutes les fois qu'elle ouvrait la bouche. D'ailleurs, elle avait tous les défauts des sottes. Quand elle s'était fourré une chose dans la tête, il n'était pas possible de l'en faire revenir en lui donnant de bonnes raisons, car elle ne pouvait les comprendre. Vous voyez bien qu'elle m'a mise dans la nécessité de faire casser mon mariage. « J'avoue que vous étiez à plaindre, » lui répondit l'inconnu. « Mais tout ce que vous dites ne me rassure point. Vous dites que vous m'aimez. Voyez si vous serez assez hardi pour m'épouser aux yeux de tous vos sujets sans m'avoir vu. » « Je suis le plus heureux de tous les hommes, puisque vous ne me demandez que cela, » répondit le prince. « Venez dans mon palais avec les drônettes, et demain dès le matin je ferai assembler mon conseil pour vous épouser à ses yeux. » Le reste de la nuit parut bien long au prince, et avant de quitter le bal, s'étant démasqué, il ordonna à tous les seigneurs de la cour de se rendre dans son palais et fit avertir tous les ministres. Ce fut en leur présence qu'il raconta ce qui lui était arrivé avec l'inconnu, et après avoir fini son discours, il jura de n'avoir jamais d'autre épouse qu'elle, telle que pût être sa figure. Il n'y eut personne qui n'eût cru, comme le prince, que celle qui l'épousait ainsi ne fût horrible à voir. Quelle fut la surprise de tous les assistants, lorsque Belote, s'étant démasquée, leur fit voir la plus belle personne qu'on pût imaginer. Ce qu'il y eut de plus singulier, c'est que ni le prince ni les autres ne la reconnurent d'abord, tant le repos et la solitude l'avaient embellie. On se disait seulement tout bas que l'autre princesse lui ressemblait en laid. Mais les drônettes rompit le silence pour féliciter sa sœur du retour de la tendresse de son époux. « Quoi » s'écria le roi. « Cette charmante et spirituelle personne est Belote. Par quel enchantement a-t-elle joint au charme de la figure ceux de l'esprit et du caractère qui lui manquaient absolument? Quel fait favorable a-t-elle fait ce miracle en sa faveur? »« Il n'y a point de miracle, » reprit Belote. « J'avais négligé de cultiver les dons de la nature. Mes malheurs, la solitude et les conseils de ma sœur m'ont ouvert les yeux et m'ont engagé à acquérir des grâces à l'épreuve du temps et des maladies. Et ces grâces m'ont inspiré un attachement à l'épreuve de l'inconstance, » lui dit le prince en l'embrassant. Effectivement, il l'aima toute sa vie avec une fidélité qui lui fit oublier ses malheurs passés. Bonne nuit.
bonne nuit.